La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que signifie être le meilleur. Ils pensent que l'intelligence est un cadeau, que la discipline est un talent inné, que les gens qui réussissent sont nés chanceux. Mais ce n'est que pure fiction. La réalité est plus crue, plus simple, et oui, plus difficile à accepter. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu en es l'esclave. Et les esclaves n'arrivent jamais loin. Si tu ne contrôles pas tes pensées, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne forges pas ton caractère avec feu et détermination, le monde te façonnera à coups. Si tu continues à attendre le moment parfait, tu mourras en attendant. Ici, nous ne sommes pas là pour jouer avec de jolies phrases, ni pour nourrir le fantasme que tout se fera simplement avec l'intention. Le succès, la puissance mentale, la capacité d'apprendre et de s'adapter, tout cela se construit, on ne le trouve pas. Et si tu veux quelque chose de grand dans la vie, tu ferais mieux de t'habituer à l'idée que personne ne viendra te sauver. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de rêve, mais de guerre. La guerre que tu mènes tous les jours contre la distraction, la paresse, la médiocrité. Nous allons démanteler les excuses, détruire les limitations auto-imposées et te mettre sur le seul chemin qui vaut la peine, celui de la maîtrise totale de ton esprit, de ton focus et de ton destin. Ceci est un manuel de bataille, un ensemble de principes impitoyables basés sur la philosophie stoïcienne et sur la science de la performance cognitive. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais si tu le suis, tu deviendras le genre de personne que personne ne peut ignorer. Alors écoute bien, parce que ce qui suit n'est pas pour les tièdes. C'est pour ceux qui sont prêts à devenir quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus intelligent qu'ils n'ont jamais cru possible. Bienvenue sur le chemin de ceux qui dominent. 1. Sois l'architecte de votre mentalité, pas son prisonnier. L'esprit est l'outil le plus puissant jamais créé. Vous pouvez devenir un conquérant de la connaissance ou un esclave de vos propres pensées. Il peut vous élever à la grandeur ou vous enterrer dans la médiocrité. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. L'esprit ne travaille pas pour vous par défaut. Si vous ne le dominez pas, il vous dominera. Si vous ne l'entraînez pas, il vous trahira. La plupart des gens ne prennent jamais le contrôle de leur propre mentalité. Ils passent leur vie à fonctionner sous des programmes qu'ils n'ont jamais choisis, à réagir au lieu de créer, à survivre au lieu de progresser. Ils absorbent des pensées de n'importe quelle source sans les filtrer, se noient dans les distractions sans les remettre en question, et s'accrochent à des croyances qui les affaiblissent sans même s'en rendre compte. Ils ne pensent pas, ils répètent. Ils ne décident pas, ils obéissent. Ils ne construisent pas, ils consomment. La différence entre quelqu'un qui prend en main son destin et quelqu'un qui se laisse porter par le courant réside dans une seule chose, la structure mentale. Un esprit chaotique est un champ de bataille où les doutes, les peurs et les distractions gagnent sans effort. Un esprit structuré est une forteresse où chaque pensée a son but, où chaque idée est une brique placée stratégiquement pour résister à la pression du monde extérieur. Il ne suffit pas d'absorber des connaissances au hasard. L'information sans direction est du bruit. L'apprentissage sans stratégie est un gaspillage. La différence entre quelqu'un qui utilise son esprit comme une arme et quelqu'un qui existe simplement dans l'inertie du quotidien est la capacité de façonner la pensée avec intention. Et cela nécessite 3 choses, l'ordre, la discipline et l'honnêteté brutale. Ordre pour éliminer l'inutile, pour séparer l'utile de l'irrélevant, pour construire une base mentale inébranlable. Discipline pour résister aux distractions qui tentent de corrompre la clarté, pour aiguiser l'intellect sans relâche, pour ne pas tomber dans le piège de la complaisance. Honnêteté brutale pour reconnaître ses propres faiblesses, pour corriger les erreurs sans pitié, pour renverser toute excuse avant qu'elle ne prenne racine. Le stoïcisme a enseigné que le seul véritable domaine que nous possédons est notre esprit. Tout le reste, argent, position, reconnaissance, peut être arraché en un instant. Mais personne ne peut toucher la forteresse d'un esprit bien construit. C'est la différence entre être libre ou être un esclave des circonstances. Le choix est clair.
continuer à fonctionner avec un logiciel mental défectueux, plein de distractions et de faiblesses, ou devenir l'architecte d'un esprit impénétrable, précis et mortel. Parce que seul celui qui maîtrise son esprit peut maîtriser son destin. 2. Maîtrise l'art des questions. La qualité de ton apprentissage en dépend. La connaissance n'appartient pas à celui qui accumule des données comme un fichier poussiéreux dans son esprit. Elle appartient à celui qui sait la disséquer, la démonter, la presser jusqu'à sa dernière goutte et la transformer en une arme. Et cette capacité ne se développe qu'avec un outil, les bonnes questions. Penser n'est pas simplement traiter de l'information. Penser, c'est percer la surface des choses, déchirer l'évident, arracher l'inutile et atteindre la moelle de la vérité. C'est un acte de guerre contre l'ignorance, une confrontation constante contre la passivité mentale. Et les questions sont les épées de ce combat. Les gens ordinaires reçoivent de l'information et l'acceptent sans résistance, comme s'ils étaient des récipients vides attendant d'être remplis de tout ce que le monde leur lance. Ils ne remettent pas en question ce qu'ils apprennent. Ils ne cherchent pas les incohérences. Ils ne creusent pas. Ils sont esclaves de la première réponse qu'ils trouvent. Mais ceux qui maîtrisent vraiment leur esprit savent que chaque morceau de connaissance doit être mis à l'épreuve avant d'être considéré digne d'exister dans leur pensée. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. La sagesse n'arrive pas par accumulation, mais par distillation. Il ne s'agit pas de combien de données tu possèdes, mais de la précision de ton jugement pour les séparer, les affiner et les appliquer. Et cela n'arrive que lorsque chaque fragment d'information est interrogé sans pitié. Tous les grands esprits ont une obsession commune, tout remettre en question. Pourquoi cela est-il vrai? Qui bénéficie de ce que je crois? Comment sais-je que je ne me trompe pas? Que se passerait-il si la réponse qu'on m'a donnée est un mensonge? Quelle option personne ne considère? C'est la différence entre être un penseur affûté et être un mouton de plus dans le troupeau du conventionnel. Les plus intelligents du monde ne cherchent pas des réponses, ils cherchent de meilleures questions. Parce que chaque grande réponse n'est que le prélude à une question encore plus profonde. L'esprit doit être un laboratoire, pas un entrepôt. Il ne suffit pas de savoir, il faut disséquer, il faut défier, il faut détruire pour reconstruire avec plus de précision. Une personne ordinaire accepte la réalité telle qu'elle lui est présentée. Un esprit éveillé la plie, la décompose et la reformule à son avantage. La bonne question au bon moment peut ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Elle peut t'exposer à des vérités que d'autres ne verront jamais. Elle peut te faire penser à des angles que le reste du monde ignore complètement. Si tu ne poses pas de questions, tu obéis. Si tu ne te défies pas, tu acceptes. Si tu ne dissèques pas la connaissance, elle devient une prison plutôt qu'un outil. Fais de chaque question un coup, de chaque réponse une révélation, et de chaque pensée une stratégie. Parce que seul celui qui maîtrise l'art des questions peut maîtriser la réalité. 3. Devenez ami avec l'ennui. La concentration se construit dans la monotonie. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils échouent parce que leur esprit est faible, dicté par la gratification instantanée, incapable de supporter le poids de la répétition. Ils sont prisonniers de leur propre impatience, incapables de se concentrer sur une seule tâche sans se sentir désespérés. Ils ne cherchent pas la maîtrise, ils cherchent le divertissement. Mais la maîtrise de quoi que ce soit la pensée, la connaissance ou la compétence, ne se trouve pas dans les moments brillants d'inspiration. Elle se trouve dans les heures mortes, dans la répétition sans gloire, dans la pratique constante lorsque personne ne regarde. Le monde appartient à ceux qui peuvent faire la même chose, encore et encore, sans perdre leur concentration. Le cerveau humain a été détourné par l'immédiat. Tout est dopamine rapide, gratification superficielle, distraction déguisée en importance. Il saute d'une chose à l'autre, incapable de rester sur une seule idée assez longtemps pour approfondir. Et qu'obtiennent-ils avec ça? Rien. Zéro progrès, zéro maîtrise, juste une addiction déguisée en multitâche.
Le stoïcisme l'a compris des siècles avant l'existence des algorithmes et des écrans. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'excitation, mais dans la constance implacable. La résistance mentale ne se forge pas dans les moments d'adrénaline, mais dans les moments d'ennui. Quand tout semble statique et sans sens, c'est là que la plupart abandonnent. C'est là que les quelques-uns qui persistent se séparent du reste. L'ennui est l'épreuve ultime. C'est le filtre qui sépare ceux qui veulent s'améliorer de ceux qui le feront vraiment. Si vous ne pouvez pas supporter la monotonie de la pratique, vous n'irez nulle part. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin alternatif, il n'y a que la brutale répétition de l'essentiel jusqu'à ce qu'il devienne une partie de votre ADN. Les génies, les maîtres, ceux qui dominent leur domaine dans n'importe quel domaine, ne sont pas ceux qui s'enthousiasment pour chaque nouvelle idée. Ce sont ceux qui peuvent s'asseoir dans l'obscurité, dans la routine, dans le processus, et continuer quand tout leur système nerveux leur demande une distraction. Ce sont ceux qui comprennent que la répétition n'est pas une punition, mais la perfection en construction. La concentration n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est quelque chose qui s'entraîne. Elle se sculpte dans la monotonie, se renforce dans l'inconfort, se perfectionne dans la constance. Devenez ami avec l'ennui. Adoptez-le, habitez-le. Car celui qui supporte la monotonie sans se briser, sans désespérer, sans chercher des échappatoires faciles, sera celui qui aura finalement le contrôle absolu de son destin. 4. Trouve des motifs partout. La mémoire aime la structure. Le cerveau ne se souvient pas des faits isolés. Il ne retient pas les données éparses ni les pièces inconnues d'informations. Il fonctionne comme un architecte obsessionnel, construisant des structures, tissant des réseaux, organisant chaque fragment de connaissance en motifs. Si tu ne lui donnes pas un schéma, il le rejette. Si tu ne lui montres pas de connexion, il l'oublie. Les esprits ordinaires mémorisent comme des esclaves, se forçant à se souvenir sans comprendre. Ils répètent, répètent, répètent. Et au moment où ils cessent de le faire, l'information se dissipe comme du sable entre les doigts. Mais les esprits vraiment affûtés voient au-delà de la donnée. Ils voient le système. Ils voient la structure sous-jacente qui soutient tout. Ne pas mémoriser, comprendre. Le monde est composé de motifs, de rythmes invisibles qui gouvernent tout. Le marché, la nature, le comportement humain, même tes propres pensées. Mais la plupart des gens ne les voient jamais parce que leur esprit est chaotique. Ils n'entraînent pas leurs yeux à identifier la répétition dans le quotidien, à détecter l'harmonie dans le complexe. Ils vivent piégés dans l'immédiat, traitant l'information sans l'analyser, acceptant les événements comme des faits isolés sans comprendre que tout suit une logique. Le stoïcisme a compris cette vérité avant que la science ne la confirme. Tout ce qui existe fonctionne sous des règles, des cycles, des répétitions. Rien n'est aléatoire, seulement mal interprété. Le sage n'observe pas les événements, il observe les motifs derrière eux. Il ne se souvient pas des données, il se souvient des systèmes. Il n'a pas mémorisé, il a analysé. Regarde n'importe quel domaine de maîtrise, la stratégie militaire, l'investissement, l'art, le langage. Et tu verras la même chose, des motifs. Ceux qui se distinguent ne sont pas ceux qui essaient de se souvenir de chaque petit détail, mais ceux qui identifient la structure qui relie tout. Parce que lorsque tu vois le squelette derrière l'information, tu n'as plus besoin de te souvenir de tout. Tu as juste besoin de te souvenir de la clé qui ouvre toutes les portes. Les grands penseurs, les stratèges, les génies de n'importe quelle discipline ne naviguent pas dans une mer de faits sans direction. Ils suivent des cartes mentales qu'ils ont construites sur la base de motifs répétitifs. Ils transforment le complexe en simple en trouvant la ligne invisible qui relie les pièces. Si tu veux te souvenir de plus, penser plus vite, apprendre plus profondément, ne force pas la mémoire. Change la façon dont tu observes. Demande-toi ce qui se répète, ce qui se connecte, quelle structure soutient ce que tu apprends. L'esprit n'est pas un carnet où tu notes l'information. C'est un système de réseaux interconnectés. Assure-toi de tisser les tiens avec précision, ou tu seras un autre piégé dans la confusion de la connaissance sans sens. 5.
Pense contre toi-même. Débat avec ton propre esprit. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas la société, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas l'opinion des autres. C'est ton propre esprit quand tu le laisses libre, sans contrôle, sans questionnement. Un esprit indiscipliné est un écho interminable d'idées empruntées, de croyances sans fondement, de suppositions qui n'ont jamais été mises à l'épreuve. La plupart des gens pensent comme un monologue. Leurs idées entrent, s'installent et ne sont jamais contestées. Ils s'entourent d'informations qui renforcent ce qu'ils croient déjà, évitent tout ce qui dérange leur vision du monde et continuent à se répéter les mêmes mensonges sans s'en rendre compte. Mais un esprit véritablement aiguisé ne se permet jamais ce luxe. Un esprit aiguisé est un esprit en guerre avec lui-même. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne dois pas faire confiance à tes premières pensées. Tu ne dois pas supposer que, parce que quelque chose sonne bien dans ta tête, c'est vrai. Tu dois attaquer ta propre logique. Tu dois devenir ton pire adversaire, ton critique le plus impitoyable. Si une idée est faible, elle ne doit pas survivre. Si une croyance ne résiste pas à l'épreuve du feu de l'analyse, elle doit être détruite. Les stratèges les plus brillants de l'histoire, les philosophes les plus incisifs, les penseurs qui ont laissé une empreinte avaient quelque chose en commun. Ils s'interrogeaient sans pitié. Ils ne cherchaient pas la confirmation, ils cherchaient la contradiction. Ils ne voulaient pas se sentir à l'aise avec leurs idées. Ils voulaient les mettre sous pression jusqu'à ce qu'elles se révèlent inébranlables. C'est ce qui sépare les médiocres de ceux qui maîtrisent vraiment leur intellect. Le médiocre défend ses idées sans les avoir examinées. Le maître les détruit d'abord pour voir si elles peuvent être reconstruites de manière plus solide. Pense à cela comme un combat mental constant. Chaque fois que tu crois que quelque chose est vrai, attaque-toi. Trouve le point faible. Examine les fissures dans ta logique. Ton argument tient-il toujours ou s'effondre-t-il comme un château de cartes? Si ça s'effondre, tant mieux. Tu viens d'éliminer une faiblesse mentale avant que le monde ne l'exploite contre toi. La pensée critique n'est pas un ornement intellectuel, c'est une arme. Et si tu ne l'utilises pas contre toi-même en premier, quelqu'un d'autre le fera et tu n'aimeras pas le résultat. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu seras convaincu de quelque chose, ne le célèbre pas. Démolis-le. S'il survit, alors tu as quelque chose de solide. Sinon, tu viens de te sauver de vivre dans l'illusion. 6. Définis le pire scénario et fais en sorte qu'il cesse de te faire peur. La peur est l'ennemi silencieux qui anéantit plus de rêves que l'échec lui-même. Elle n'attaque pas d'un seul coup. Elle ne se présente pas comme un obstacle clair. Elle s'infiltre lentement, déguisée en prudence, en doute raisonnable, en une voix intérieure qui insiste sur le fait qu'il n'est pas encore temps, qu'il vaut mieux attendre, que les risques sont trop grands. Elle se nourrit de l'inconnu, de l'incertitude, du manque de contrôle. La plupart ne s'arrêtent pas parce qu'ils manquent de talent, ni parce qu'ils manquent d'opportunités. Ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont jamais défini précisément ce qu'ils craignent vraiment. Ils vivent paralysés par des fantômes sans visage, pris au piège dans le tourment de scénarios catastrophiques qui n'existent que dans leur tête. Ils imaginent le pire sans même l'analyser, sans le disséquer, sans l'affronter. Et ainsi, ils le transforment en un monstre invincible. Le stoïcisme a enseigné que le pouvoir de la peur ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans la nébuleuse qui l'entoure. Quand elle est traînée à la lumière, quand elle est mise en mots, quand elle est disséquée avec une logique implacable, elle devient quelque chose de tangible, de mesurable, de gérable. Et dans la plupart des cas, le pire scénario n'est pas aussi terrible qu'il semblait dans l'obscurité de l'incertitude. Un échec n'est qu'un événement, pas une sentence. Une erreur n'est qu'une correction sur le chemin, pas la fin du voyage. Une perte n'est pas une condamnation, mais un test de résistance. Mais ceux qui ne définissent jamais leur pire scénario vivent prisonniers d'une angoisse sans forme, enchaînés à la possibilité d'un désastre qu'ils n'osent jamais examiner de près. Les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui naissent sans peur, ce sont ceux qui l'affrontent et la détruisent avec une pensée stratégique.
S'ils s'assoient en face d'elle, ils la décomposent en morceaux gérables et la transforment en un problème qui peut être résolu. Si le pire scénario est réel, une stratégie est préparée pour y faire face. Si elle est irrationnelle, elle est éliminée et on continue. Il n'y a pas d'autre option. La peur ne gouverne que ceux qui la laissent dans l'ombre. Quand ils s'exposent, quand ils l'analysent, quand ils acceptent sa pire version et continuent malgré tout, elle perd son pouvoir. Et quand la peur n'a plus de contrôle sur l'esprit, il n'y a rien ni personne qui puisse arrêter l'avance de celui qui a décidé d'agir. 7. Transforme les émotions en outils, pas en chaînes. Les émotions sont une force brute, de l'énergie à l'état pur. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Enfants solitaires. Mais la différence entre un conquérant et un pion réside dans ce qu'ils en font. Quelqu'un sans contrôle sur son monde intérieur est comme un navire sans gouvernail au milieu d'une tempête, secoué, dirigé par des forces qu'il ne comprend pas, détruit sans même comprendre pourquoi. L'erreur n'est pas de ressentir de la colère, de la peur, de la frustration ou de la tristesse. L'erreur est de laisser ces émotions prendre le contrôle. Il y a ceux qui transforment la colère en destruction et ceux qui la transforment en action inarrêtable. Il y a ceux qui laissent la peur les paralyser et ceux qui la transforment en stratégie froide et mortelle. Tout se résume à la même chose. Tu es le maître ou tu es l'esclave. Le monde est plein de personnes gouvernées par leur chimie interne. Ils se réveillent de mauvaise humeur et considèrent déjà la journée comme perdue. Ils se sentent frustrés et abandonnent. Ils s'excitent et pensent qu'ils peuvent tout faire, mais dès que l'émotion s'estompe, ils s'effondrent. Ils ne construisent jamais rien de solide parce que leur boussole n'est pas leur esprit, mais le caprice de leurs émotions. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ils ne prônaient pas l'indifférence ou la froideur robotique. Ce qu'ils prônaient, c'était le contrôle absolu. Le contrôle total sur cette énergie sauvage qui, mal dirigée, détruit, mais bien canalisée, peut édifier des empires. Chaque émotion a un code caché. La colère est un pouvoir sans filtre. La peur est un avertissement qu'il y a quelque chose à mieux comprendre. La tristesse est une opportunité de reconstruire avec plus de sagesse. Au lieu de les combattre ou de les laisser prendre le contrôle, le véritable stratège les utilise. Il les plie à sa volonté. Il leur donne une tâche et les met au travail. La colère peut être une étincelle pour bouger. Si elle ne déborde pas, elle devient discipline. La peur peut aiguiser l'esprit. Si elle ne domine pas, elle renforce la prudence sans paralyser. La tristesse peut être une forge. Si elle ne consume pas, elle reconstruit. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, ni de le laisser vous brûler. Il s'agit d'apprendre à le tenir dans ses mains sans qu'il vous consume. Les esprits faibles vivent dans un va-et-vient émotionnel, ne bougeant que lorsque l'impulsion est favorable. Ceux qui dominent leur vie avancent avec ou sans émotion. Il ne dépend pas de se sentir bien pour faire ce qu'il faut faire. Si l'émotion est là, ils l'utilisent. Sinon, ils continuent quand même. Parce que leur volonté ne dépend pas d'un état chimique, mais d'une décision inébranlable. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui cherchent des excuses dans ce qu'ils ressentent. Soit tu prends le contrôle de tes émotions, soit elles prennent le contrôle de toi. Il n'y a pas de juste milieu. 8. Compétitionne uniquement avec toi-même. La comparaison est un piège. Le monde est plein d'yeux qui regardent de côté, cherchant à mesurer leur valeur à l'aune d'autrui. Des gens qui vivent obsédés par la vie des autres, mesurant leur progrès à l'aide de l'échelle erronée, se comparant à ceux qui n'ont jamais parcouru le même chemin. Et ainsi, ils tombent dans le piège le plus ancien. Perdre le contrôle de leur propre destin en étant trop concentrés sur celui des autres. Mais la vérité est plus brutale que ce que la plupart peuvent supporter. Se comparer aux autres est le passe-temps des faibles. C'est la distraction de ceux qui n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes. Les forts, ceux qui avancent vraiment, ceux qui repoussent les limites et définissent leur propre destin, n'ont qu'un seul véritable adversaire, le reflet dans le miroir. La comparaison avec les autres est un poison à action lente.
Si tu te compares à quelqu'un au-dessus de toi, tu ressens de l'envie et de la frustration. Si tu te compares à quelqu'un en dessous, tu te détends et deviens complaisant. Dans les deux cas, tu perds. Dans les deux cas, tu cesses de regarder en avant et tu restes coincé dans une compétition fictive qui n'a jamais été la tienne. Le stoïcisme l'a bien précisé. La seule compétition valable est contre ta version d'hier. Pas contre le voisin, pas contre le collègue de travail, pas contre quelqu'un sur Internet qui montre une vie qui est probablement une illusion bien éditée. Si tu es plus fort qu'hier, tu as gagné. Si tu penses plus clairement qu'hier, tu as progressé. Si aujourd'hui, tu as pris de meilleures décisions que la semaine dernière, tu es sur la bonne voie. Les véritables conquérants ne regardent pas sur les côtés. Ils ne se soucient pas de qui est devant ou derrière. Ils ne se préoccupent que d'une chose, être égaux dans leur propre parcours. Si un athlète sur une piste de course se distrait en regardant le coureur à côté de lui, il perd de la vitesse. Si un combattant se préoccupe plus de la stratégie de l'autre que de la sienne, il perd le combat avant qu'il ne commence. Et c'est ainsi dans la vie. Si tu dépenses ton énergie à regarder les autres, tu oublies de courir ta propre course. L'esprit d'un maître ne se contamine pas avec le besoin de validation externe. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il ne se mesure pas à l'aune des autres. Il ne passe pas son temps dans l'ombre des réalisations d'autrui. Il est trop occupé à dépasser ses propres limites, trop concentré à battre son propre record, trop conscient que la seule compétition réelle est celle qui se déroule en soi. Ici, il n'y a pas de temps pour la jalousie, pour les comparaisons stériles, pour mesurer les victoires avec la mauvaise métrique. Si aujourd'hui tu es 1 millimètre meilleur qu'hier, tu as déjà gagné. Tout le reste est du bruit. 9. Pense comme l'eau. Elle coule, s'adapte et avance. L'eau ne se plaint pas lorsqu'elle rencontre un rocher sur son chemin. Elle ne s'arrête pas pour se lamenter. Elle ne recule pas. Elle ne perd pas de temps à se demander pourquoi l'obstacle est là. Elle s'adapte, le contourne, l'érode, le traverse si nécessaire. Mais elle ne cesse jamais de bouger. Les esprits rigides se brisent. Ceux qui s'accrochent à une seule façon de faire les choses. Ceux qui résistent au changement. Ceux qui exigent que le monde s'adapte à leur vision au lieu d'apprendre à bouger avec lui, sont destinés à s'effondrer. Parce que la réalité ne s'adapte pas à tes désirs. Elle est brutale, imprévisible, et t'entraîne sans pitié si tu n'apprends pas à bouger avec elle. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils traitent la vie comme si c'était une route pavée en ligne droite. Ils pensent que, s'ils suivent un plan spécifique, tout fonctionnera exactement comme ils l'ont imaginé. Et quand la réalité les frappe avec des changements inattendus, ils sont paralysés. Ils se brisent parce qu'ils n'ont jamais appris à bouger sans un scénario. Le stoïcisme l'a compris depuis des siècles. La rigidité est un défaut, l'adaptabilité est un pouvoir. Le monde n'est pas un champ de bataille que tu peux contrôler dans son intégralité, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Et la meilleure façon de répondre est d'être comme l'eau, garder l'objectif, mais ne jamais être lié à un seul chemin pour l'atteindre. Les grands stratèges ne gagnent pas parce que leur plan est parfait. Ils gagnent parce qu'ils savent ajuster leur stratégie au moment précis. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils trouvent des chemins là où les autres abandonnent. Ils profitent de chaque changement comme une opportunité plutôt qu'une disgrâce. Ils ne résistent pas, ils se transforment. Pense à une tempête. L'arbre qui ne cède pas au vent se brise. La branche qui se plie survit. Dans la vie, c'est la même chose. Celui qui s'accroche à une seule façon de faire les choses se frustre, se remplit de ressentiment et finit par perdre. Mais celui qui sait bouger intelligemment, celui qui sait changer quand c'est nécessaire sans perdre de vue son objectif, est celui qui finit toujours par gagner. Le changement n'est pas ton ennemi. Ton ennemi est la rigidité. Il ne s'agit pas d'être passif ni d'accepter tout ce qui se passe sans résistance. Il s'agit d'apprendre à bouger dans n'importe quelle circonstance, de savoir quand pousser, quand céder, quand insister et quand pivoter. Les esprits les plus mortels ne sont pas ceux qui s'accrochent le plus, mais ceux qui s'adaptent le mieux. Parce qu'à la fin, l'eau trouve toujours son chemin. 10.
Mesure ta grandeur par les vies que tu touches, non par les réalisations que tu accumules. Le monde t'a menti. On t'a appris que le succès est un chiffre, un nombre que l'on peut compter, une collection de trophées et de titres que les autres peuvent voir et applaudir. On t'a fait croire que la valeur d'une vie se mesure à ce qu'elle accumule, à ce qu'elle possède, à ce qu'elle peut montrer comme preuve qu'elle a réussi. Mais cette idée est aussi fragile qu'un château de sable. Le temps efface tout, l'argent change de propriétaire, les applaudissements s'éteignent, et à la fin, il ne reste que l'écho de ce que tu as fait pour les autres. Regarde les plus riches, les plus célèbres, ceux qui semblaient tout avoir. Quand ils disparaissent, la plupart d'entre eux sont oubliés en quelques années, parfois en quelques mois. Leur héritage s'efface parce qu'il était construit sur des choses que le temps détruit facilement. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont simplement accumulé, mais de ceux qui ont changé quelque chose. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Le but de la vie n'est pas l'accumulation, mais la transcendance. La mesure d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans l'impact qu'elle laisse. Il ne s'agit pas de combien tu as gagné, mais de combien tu as transformé. Pas de combien tu as accumulé, mais de combien tu as donné. Pas de combien de personnes t'ont envié, mais de combien se sont renforcées grâce à toi. Mais la plupart des gens vivent dans une course sans sens. Ils poursuivent des objectifs qui n'ont pas de poids réel, qui ne servent qu'à gonfler l'ego un moment avant de disparaître. Ils croient que leur grandeur se mesure en followers, en propriété, en reconnaissance. Ils ne se demandent jamais s'ils construisent réellement quelque chose qui vaut la peine. La vraie grandeur n'est pas un spectacle. Elle ne réside pas dans l'admiration publique, mais dans les moments invisibles où tu as fait une différence. Elle se trouve dans l'idée que tu as planté chez quelqu'un et qui l'a amené à penser différemment. Dans le mot qui a empêché quelqu'un d'abandonner. Dans l'exemple qui a inspiré un autre à être meilleur. Dans les actes que personne n'a vus, mais qui ont changé une vie sans que tu le saches. Le problème est que la plupart veulent la récompense sans la contribution. Ils veulent être rappelés, mais sans avoir fait quoi que ce soit digne de mémoire. Ils veulent être grands, mais sans toucher la vie de personne d'autre. Et c'est ainsi qu'ils finissent comme des noms de plus sur une liste de personnes qui ont existé, mais qui n'ont jamais laissé de traces. Choisis bien comment tu mesures ta vie. Si ta seule mesure est ce que tu peux accumuler, alors tu disparaîtras aussi vite que les biens que tu as laissés derrière toi. Mais si tu mesures ta vie par les vies que tu as changées, alors tu seras immortel dans le seul sens qui compte vraiment. À la fin, tu ne seras pas rappelé pour ce que tu as eu, tu seras rappelé pour ce que tu as donné. Imagine vivre sans que rien ni personne ne réussisse à te sortir de ton centre, sans exploser de colère, sans rage contenue, sans permettre aux autres d'avoir le pouvoir de ruiner ta journée avec un simple mot ou action. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui a le potentiel de changer radicalement la façon dont tu perçois la vie. Il ne s'agit pas de positivisme vide ni de promesses magiques. C'est de la philosophie pratique, c'est la sagesse ancestrale des stoïciens, la même que Marco Aurelio, Sénèque et Épictète utilisaient pour affronter l'adversité avec un calme inébranlable. Pense à la dernière fois que tu as perdu patience. Peut-être a-t-il s'agi d'une trahison, d'une critique injuste ou simplement du chaos quotidien. Maintenant, imagine que tu puisses vivre ces mêmes situations sans perdre ta paix intérieure. Que rien ni personne n'ait le contrôle de tes émotions. C'est possible, et la clé est d'apprendre à accepter le flux de la vie, arrêter de juger les autres et prendre le contrôle de ton esprit. Aujourd'hui, je vais te révéler comment y parvenir, en partageant des stratégies pratiques et puissantes qui t'aideront à naviguer n'importe quelle tempête avec sérénité. À la fin de cette vidéo, tu auras les outils nécessaires pour te libérer du piège du passé et du futur, vivre pleinement dans le présent et devenir le maître absolu de tes émotions. Es-tu prêt à commencer ce voyage vers la véritable liberté émotionnelle? Commençons. Numéro 1. Contrôle tes émotions dans n'importe quelle situation.
Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer, mais apprendre à les gérer de manière consciente. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment nous y répondons. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase résume un principe clé. Nos émotions ne sont pas le résultat direct des événements, mais de l'interprétation que nous en faisons. Imagine que tu es au milieu d'un embouteillage. Tu peux laisser la frustration te submerger ou tu peux profiter de ce moment pour pratiquer la patience. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre le contrôle de la narration interne. En changeant « c'est insupportable » par « c'est une opportunité d'être tranquille », tu transformes ton expérience. Une stratégie pratique est la technique de la pause consciente. Face à une situation difficile, arrête-toi, respire profondément et demande-toi « Quelle émotion ressens-je vraiment ?» Souvent, derrière la colère se cache la peur, derrière la tristesse, une attente non satisfaite. En identifiant l'émotion, tu réduis son pouvoir sur toi. Un autre outil stoïcien est la dichotomie du contrôle. Divise les événements en deux catégories, ceux que tu peux contrôler et ceux que tu ne peux pas. Concentre-toi uniquement sur le premier. Par exemple, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir de ne pas le prendre personnellement. En gardant cette perspective, tu évites que des facteurs externes dominent ton monde intérieur. De plus, pratiquer la gratitude est un bouclier émotionnel puissant. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu réduis l'influence des émotions négatives. Tu peux commencer par une habitude simple. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela reprogramme ton esprit pour se concentrer sur le positif, même dans des circonstances difficiles. Enfin, ne t'isole pas de tes émotions. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir une pierre, mais une rivière qui coule sereinement. Permets-toi de ressentir, mais sans rester coincé dans ces sentiments. Observe tes émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Ne t'accroche pas à elles, laisse-les suivre leur cours. Contrôler tes émotions n'est pas une destination, mais un processus constant. Il y aura des jours où tu te sentiras débordé, et c'est normal. L'important est de continuer à pratiquer, revenant encore et encore à la tranquillité. Souviens-toi que la véritable force ne réside pas dans l'absence de sentiments, mais dans la capacité à répondre. En entraînant ton esprit, tu transformes chaque défi en une opportunité de te renforcer. L'objectif final est d'atteindre une paix intérieure inébranlable. Non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que tu as appris à être le centre serein au milieu de la tempête. En appliquant ces principes stoïciens dans ta vie quotidienne, tu seras un pas de plus vers cette sérénité imperturbable. Ton esprit deviendra un refuge, un endroit où aucune situation externe ne pourra te voler ta tranquillité. C'est ainsi que petit à petit, tu deviens le maître absolu de tes émotions. Numéro 2. Maîtrise la sérénité. Comment affronter les personnes toxiques et les situations difficiles, sans perdre son calme. Réagir avec sérénité face aux personnes toxiques et aux situations difficiles n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de véritable force. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas changer les autres, ni contrôler les circonstances extérieures, mais nous avons le pouvoir absolu sur la façon dont nous répondons. En développant cette compétence, tu deviens un phare de calme au milieu de la tempête, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les émotions négatives ou les provocations de ceux qui cherchent à te déstabiliser. Quand quelqu'un te lance une remarque blessante, la réaction naturelle est de répondre sur le même ton. Cependant, cette réaction t'emprisonne dans un cycle de négativité et te vole ta paix intérieure. Les stoïciens suggèrent de pratiquer la pause consciente. Face à une provocation, respire profondément, compte jusqu'à 10 et évalue la situation objectivement. Demande-toi, vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour ça ? La plupart du temps, la réponse est non.
Et ce simple refus devient une victoire silencieuse, un rappel que ton calme est ton véritable pouvoir. Une autre stratégie stoïcienne est la distance cognitive. Imagine-toi comme un observateur extérieur de la situation. Cela te permet de séparer ton identité des mots ou des actions des autres. Par exemple, si quelqu'un te critique injustement, au lieu de le prendre comme une attaque personnelle, considère-le comme une opinion qui n'a pas à te définir. Cette distance mentale réduit l'impact émotionnel et te permet de répondre avec calme, sans laisser les émotions troubler ton jugement. Les situations difficiles, comme un problème au travail ou une dispute familiale, mettent également à l'épreuve ta sérénité. Ici, le principe stoïcien de la dichotomie du contrôle est inestimable. Divise ce qui se passe en ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Si ton patron est de mauvaise humeur, tu ne peux pas changer son attitude, mais tu peux décider comment réagir. En concentrant ton énergie sur ce qui dépend de toi, tu te libères de la frustration inutile. Cette approche fait de toi l'architecte de ta paix, pas une victime des circonstances. De plus, il est crucial de développer une attitude d'empathie. Marc Aurèle disait « Chaque personne que tu rencontres mène une bataille dont tu ne sais rien ». En appliquant cette perspective, tu te rends compte que les personnes toxiques projettent souvent leurs propres blessures internes. Cela ne signifie pas justifier leur comportement, mais comprendre que leur poison n'a pas à contaminer ta paix. L'empathie n'est pas une faiblesse, c'est une armure invisible qui te protège des vibrations négatives. Lorsque tu es confronté à une situation difficile, visualise une bulle protectrice autour de toi. Imagine que les mots et les actions négatives rebondissent sur cette barrière sans atteindre ton être intérieur. Cette technique mentale, bien que simple, peut être très efficace pour maintenir le calme dans les moments de tension. Elle t'aide à être comme le bambou qui se plie au vent, mais ne se brise pas. Enfin, pratique la gratitude. Bien que cela puisse sembler contradictoire, être reconnaissant même pour les expériences difficiles transforme ta perspective. Chaque personne toxique et chaque obstacle est une opportunité de renforcer ta sérénité. En les voyant comme des enseignants et non comme des ennemis, tu changes la donne en ta faveur. Cette mentalité te permet d'être imperturbable, quelqu'un qui ne se laisse pas vaincre par l'adversité. La sérénité ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de tranquillité et de clarté. Lorsque tu parviens à rester ferme face aux personnes toxiques et aux situations difficiles, tu te rends compte que ta paix intérieure ne dépend de rien d'extérieur. C'est un trésor interne que seul toi peux protéger. En vivant selon ce principe stoïcien, tu ne maintiens pas seulement le calme, mais tu inspires aussi les autres à faire de même. Tu deviens un exemple vivant que, même si le monde est chaotique, tu peux toujours choisir la sérénité. Numéro 3, le secret stoïcien pour éviter la colère et garder son calme en tout temps. La colère est une émotion puissante, mais elle est aussi l'une des plus destructrices si elle n'est pas gérée avec sagesse. Le stoïcisme nous offre une approche profonde et pratique pour éviter que la colère ne prenne le contrôle de notre esprit et nous pousse à prendre des décisions impulsives. Grâce à la philosophie stoïcienne, vous pouvez apprendre à transformer la colère en sérénité, transformant chaque défi en une opportunité de pratiquer la tranquillité intérieure. La première étape pour éviter la colère est de comprendre sa racine. Le philosophe stoïcien Sénèque affirmait que la colère surgit lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Lorsque vous attendez que quelqu'un agisse d'une certaine manière ou que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez, vous ouvrez la porte à la frustration. La clé stoïcienne est d'abandonner les attentes rigides et d'accepter la vie telle qu'elle est. Cela ne signifie pas la résignation, mais apprendre à voir les situations avec objectivité, sans leur ajouter un jugement inutile. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Votre première réaction pourrait être de klaxonner fort ou de crier. Mais qu'est-ce que cela change vraiment? Rien, sauf votre paix intérieure. À la place,
Appliquez la technique stoïcienne de la pause consciente. Avant de réagir, respirez profondément et demandez-vous: cela vaut-il la peine de perdre ma sérénité pour cela? Cette brève pause vous donne le pouvoir de choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. Un autre outil stoïcien inestimable est la visualisation négative. Au lieu d'éviter de penser à des situations désagréables, le stoïcisme propose d'imaginer consciemment des scénarios négatifs pour se préparer mentalement. Si vous savez que vous allez avoir une réunion difficile, anticipez les commentaires désagréables possibles et répétez mentalement comment répondre calmement. En faisant cela, vous réduisez l'impact émotionnel lorsque cela se produit réellement, car vous l'aurez déjà traité à l'avance. Le philosophe Marc Aurèle avait l'habitude de se rappeler chaque matin qu'il rencontrerait des personnes difficiles pendant la journée. En se préparant mentalement, il évitait les surprises et gardait son calme. Cette pratique n'est pas du pessimisme, mais une stratégie pour maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous attendez que tout soit parfait, chaque inconvénient devient une tragédie. Mais lorsque vous acceptez que la vie a des hauts et des bas, rien ne vous déstabilise. De plus, évitez de personnaliser les actions des autres. Lorsqu'une personne agit de manière grossière ou injuste, elle projette souvent ses propres problèmes internes. Ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais de ses propres luttes. En comprenant cela, vous développez une couche protectrice qui empêche les actions externes de pénétrer votre tranquillité. La colère peut également être dissipée par la gratitude. Chaque fois que vous vous sentez irrité, concentrez votre esprit sur quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cette pratique change votre focus du négatif au positif, réduisant automatiquement l'intensité de la colère. Il est difficile de rester en colère lorsque votre esprit est occupé à reconnaître les bénédictions dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que la colère est comme une étincelle. Si vous lui donnez de l'oxygène, elle se transforme en feu, mais si vous la laissez sans carburant, elle s'éteint. Ne nourrissez pas la colère avec des pensées négatives ou des réactions impulsives. Au contraire, pratiquez la tempérance et l'autocontrôle. En maîtrisant ces techniques stoïciennes, vous serez capable de garder votre calme en tout temps, quelles que soient les circonstances. Le véritable secret stoïcien pour éviter la colère n'est pas d'éviter les situations difficiles, mais d'apprendre à les gérer à partir d'un état de sérénité inébranlable. En faisant cela, non seulement vous protégez votre paix intérieure, mais vous devenez un exemple de force émotionnelle pour les autres. Numéro 4. Inébranlable. Tu ne laisseras plus jamais quelqu'un te déranger de ton centre. Imagine que tu es un arbre au milieu d'une tempête. Les vents soufflent fort, les branches se balancent et les feuilles tombent, mais tes racines restent fermes sous terre. C'est ce que signifie ne laisser personne te déranger de ton centre. Le stoïcisme nous enseigne à être immobile, non pas parce que le monde cesse d'être chaotique, mais parce que nous apprenons à ne pas laisser quoi que ce soit d'extérieur affecter notre paix intérieure. Les personnes toxiques et les situations difficiles existeront toujours. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un passe une mauvaise journée et décide de se défouler sur toi, si tu es coincé dans le trafic ou si tu reçois une nouvelle inattendue. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réponse. Quand tu décides de ne pas réagir impulsivement, tu arraches le pouvoir à l'extérieur et réaffirmes ta domination sur ton monde intérieur. Une des clés pour rester centré est la distance émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient l'habileté d'observer les situations d'un point de vue extérieur. Au lieu de t'impliquer émotionnellement, imagine que tu es un spectateur de ta propre vie. En prenant du recul, tu deviens moins susceptible d'être emporté par le courant des émotions des autres. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais développer une sorte d'armure mentale qui te protège des vibrations négatives. Une autre technique puissante est d'établir des limites claires. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie et à ton temps. Si quelqu'un te fait constamment te sentir mal, il est temps de fixer une limite. Les limites ne sont pas des barrières pour les autres, mais des chemins qui guident les gens sur la façon de te traiter. Quand tu rends clair ce que tu permets et ce que tu n'acceptes pas,
tu construis un environnement où ta paix intérieure est la priorité. Le pouvoir des attentes joue également un rôle fondamental. Souvent, nous perdons notre centre parce que nous attendons que les autres agissent d'une certaine manière ou que les situations se déroulent selon notre plan. Le stoïcisme propose de libérer ces attentes et d'accepter la réalité telle qu'elle est. En le faisant, tu te libères de la frustration inutile et tu gardes ton calme, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. De plus, il est essentiel de se rappeler que tu n'es pas responsable des émotions des autres. Si quelqu'un se sent offensé parce que tu as décidé de te prioriser, c'est un reflet de ses propres insécurités, pas de tes actions. Pratique le détachement émotionnel. Tu peux être empathique sans absorber les émotions des autres. C'est l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme, car elle te permet d'être présent sans compromettre ton bien-être. Cultiver une mentalité de gratitude t'aide également à maintenir l'équilibre. Quand tu concentres ton esprit sur ce que tu as, plutôt que sur ce qui te manque, il est moins probable que les personnes négatives t'affectent. La gratitude agit comme une ancre qui te maintient stable, même quand le monde extérieur essaie de t'entraîner dans son chaos. Enfin, construis des rituels quotidiens qui t'aident à te reconnecter avec toi-même. Médite, écris dans un journal, sors te promener dans la nature. Ces pratiques renforcent ta connexion intérieure et te rappellent que ta paix ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que tu choisis de cultiver en toi. Être inébranlable ne signifie pas être insensible, mais être conscient que ton état émotionnel est ta responsabilité. Peu importe combien de tempêtes tu affrontes, tu peux toujours décider d'être l'arbre aux racines profondes, celui qui reste calme, peu importe la force du vent. Numéro 5. Comment nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente pour atteindre la paix intérieure? Le chemin vers la paix intérieure ne se parcourt pas seulement avec des pensées positives ou des phrases motivantes. Pour atteindre une sérénité inébranlable, il est essentiel de nourrir à la fois l'esprit et le corps de manière consciente et équilibrée. Le stoïcisme enseigne que le bien-être n'est pas un accident, mais une pratique quotidienne qui nécessite intention, discipline et une profonde connaissance de soi. L'esprit est le moteur de notre réalité. Tout ce que vous pensez influence directement comment vous vous sentez et, par conséquent, comment vous agissez. Nourrir l'esprit de manière consciente signifie sélectionner soigneusement ce que vous consommez au niveau intellectuel et émotionnel. Tout comme vous choisissez les aliments que vous ingérez pour prendre soin de votre corps, vous devez être sélectif avec les idées, les conversations et les stimuli auxquels vous vous exposez. Évitez les nouvelles sensationnelles, les réseaux sociaux qui promeuvent la comparaison constante et les personnes qui se nourrissent de négativité. À la place, consacrez du temps à lire des livres qui élargissent votre perspective, à écouter des podcasts inspirants et à vous entourer de personnes qui apportent de la valeur à votre vie. Un outil stoïcien inestimable pour nourrir l'esprit est la réflexion quotidienne. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour évaluer vos pensées et vos émotions. Demandez-vous, quelles pensées ai-je nourries aujourd'hui? Étaient-elles constructives ou m'ont-elles conduit au stress et à l'anxiété? Cet exercice d'introspection ne vous aide pas seulement à identifier les schémas négatifs, mais vous permet de les remplacer consciemment par des pensées plus alignées sur la paix intérieure. Le corps, quant à lui, est le véhicule qui vous permet de vivre la vie. En prendre soin n'est pas un acte de vanité, mais de respect et de gratitude. Le stoïcisme promeut la tempérance, ce qui se traduit par éviter les excès et chercher l'équilibre en tout. Cela inclut l'alimentation, l'exercice et le repos. Optez pour des aliments naturels qui vous donnent de l'énergie. Faites régulièrement de l'exercice pour libérer les tensions et assurez-vous de dormir suffisamment pour que votre corps puisse se régénérer. Lorsque votre corps est en harmonie, votre esprit trouve plus facilement le calme, même dans des situations difficiles.
De plus, il est essentiel de créer des rituels qui connectent l'esprit au corps. La méditation, par exemple, non seulement apaise l'esprit, mais réduit également la tension physique. Le yoga ou la simple pratique d'étirement quotidien aident à libérer le stress accumulé dans les muscles. Même des activités simples, comme marcher pieds nus sur l'herbe ou prendre un bain relaxant, peuvent être des outils puissants pour aligner le corps et l'esprit. L'environnement dans lequel vous vivez influence également la façon dont vous nourrissez votre être. Consacrez du temps à organiser votre espace, à vous débarrasser de ce qui est inutile et à vous entourer d'éléments qui vous inspirent le calme. Le minimalisme, en ce sens, ne consiste pas seulement à avoir peu de choses, mais à créer un environnement qui reflète la sérénité que vous souhaitez cultiver en interne. Enfin, souvenez-vous que nourrir votre esprit et votre corps de manière consciente est un processus continu. Il ne suffit pas de le faire un jour et d'attendre des résultats permanents. Il s'agit de construire un style de vie où chaque choix, chaque pensée et chaque action sont alignés avec le bien-être intégral. En maintenant cette approche, vous vous rendrez compte que la paix intérieure n'est pas une destination lointaine, mais un état auquel vous pouvez accéder tous les jours, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. La clé est de faire de l'auto-soin un acte d'amour de soi, de comprendre que votre bien-être est votre plus grande responsabilité, et de faire de chaque jour une opportunité pour vous nourrir et grandir de l'intérieur vers l'extérieur. Numéro 6. Comment échapper aux pièges du passé et du futur? Vivre coincé dans le passé ou constamment préoccupé par l'avenir est comme marcher sur un pont sans sol. Tu te sens toujours sur le point de tomber, sans un terrain solide sous tes pieds. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne peut être trouvée que dans le moment présent. Cependant, échapper aux pièges du passé et du futur n'est pas un processus automatique. Cela nécessite de la pratique, de l'intention et une compréhension profonde du fonctionnement de l'esprit. Le passé est une ancre puissante. Il nous tire avec des souvenirs, des remords et des regrets, nous faisant revivre encore et encore des situations qui n'existent plus. Tu penses peut-être à des erreurs que tu as commises, à des opportunités perdues ou à des relations brisées. Mais que peux-tu changer à ce sujet maintenant? Absolument rien. Les stoïciens comme Sénèque enseignaient que le passé n'est plus sous notre contrôle, et s'y accrocher est une façon sûre de gaspiller la vie présente. Au lieu de laisser le passé te définir, utilise-le comme un maître. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte une leçon. Apprends, accepte et avance. L'avenir, en revanche, est une toile vierge pleine de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Se soucier excessivement de ce qui viendra te conduit à un état constant d'anxiété. Imagine que ton esprit est comme un verre d'eau. Chaque souci est une goutte d'encre qui trouble la clarté. Bientôt, tu ne peux plus voir clairement et tes pensées deviennent chaotiques. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas l'avenir te perturber. Tu y feras face, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison avec lesquelles tu affrontes le présent. Au lieu d'anticiper les problèmes, concentre-toi sur le renforcement de ton esprit maintenant, afin que, lorsque demain arrivera, tu sois prêt pour quoi que ce soit. Pour échapper à ce piège mental, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience. Cela signifie amener ta conscience au moment présent, sans jugement ni distraction. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que respirer consciemment. Ferme les yeux, inspire profondément et sens comment l'air remplit tes poumons. En expirant, laisse aller toute pensée qui n'appartient pas au maintenant. Cette pratique ne te détend pas seulement, mais elle entraîne aussi ton esprit à revenir au présent chaque fois qu'il dérive. Une autre technique efficace est l'encre sensorielle. Utilise tes sens pour te reconnecter avec l'ici et maintenant. Touche une surface froide, écoute les sons autour de toi ou observe simplement les détails de ce qui est devant toi. Lorsque ton esprit se concentre sur le sensoriel, il est difficile qu'il se perde dans des pensées sur le passé ou l'avenir. C'est une manière pratique de rompre le cycle de l'inquiétude et de ramener ton attention à ce qui est tangible. De plus,
Établis des routines qui te maintiennent concentré sur le présent. Écris un journal, pratique la gratitude quotidienne ou fixe des objectifs petits et atteignables pour chaque jour. Ces actions ancrent ton esprit au présent et te permettent de vivre la vie telle qu'elle est, sans les distorsions d'hier ou les attentes de demain. Enfin, rappelle-toi que vivre dans le présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir, mais leur donner leur place appropriée. Apprends du passé sans rester coincé dedans et planifie l'avenir sans perdre de vue le maintenant. En appliquant ces principes stoïciens, tu deviens le maître de ton temps, laissant de côté la prison de la nostalgie et de l'anxiété et expérimentant la véritable liberté qui ne se trouve que dans le présent. Numéro 7. Comment être inébranlable face à n'importe quelle situation, la force stoïcienne en action. Être inébranlable ne signifie pas être insensible ou indifférent. C'est plutôt la capacité de maintenir le calme, la clarté et la force intérieure, quelles que soient les circonstances qui vous entourent. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, un état d'imperturbabilité mentale où même si le monde s'effondre, votre paix intérieure reste intacte. Mais atteindre ce niveau de force n'est pas un don, c'est une pratique quotidienne qui nécessite de la conscience, de l'autodiscipline et une compréhension profonde de ce que vous pouvez vraiment contrôler. La première étape pour être inébranlable est d'accepter la réalité telle qu'elle est. La résistance à l'inévitable ne fait qu'apporter de la souffrance. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter le vent ni calmer les vagues, mais vous pouvez garder le gouvernail ferme. De la même manière, dans la vie, vous ne pouvez pas empêcher les choses négatives de se produire, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » En changeant votre perception, vous changez votre expérience. Une autre clé pour développer cette force est la dichotomie du contrôle. Divisez chaque situation en deux catégories, ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Concentrez-vous exclusivement sur la première. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, les circonstances extérieures ou les événements imprévus, mais vous pouvez toujours décider comment y répondre. Cette perspective vous libère du stress et de l'anxiété, car vous arrêtez d'essayer de dominer l'incontrôlable. C'est comme lâcher une corde tendue, vous ressentez immédiatement un soulagement. La pratique de la visualisation négative est également fondamentale. Les stoïciens recommandaient d'imaginer à l'avance les difficultés possibles. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de se préparer mentalement à ce qui pourrait arriver. En visualisant des scénarios difficiles, vous réduisez l'impact émotionnel lorsqu'ils se produisent dans la réalité. Par exemple, si vous attendez une conversation difficile, répétez dans votre esprit comment vous réagirez calmement. Lorsque le moment viendra, vous serez prêt à rester serein. L'autodiscipline est un autre outil essentiel. Être inébranlable implique d'entraîner votre esprit et votre corps à résister aux tentations de réagir impulsivement. Établissez des routines quotidiennes qui renforcent votre autocontrôle. Vous pouvez commencer par de petits actes, comme éviter de répondre immédiatement à un message provocateur ou prendre un moment pour respirer avant de répondre dans une situation tendue. Ces habitudes vous préparent à rester calme dans des moments critiques. De plus, vous entourer d'un environnement approprié influence également votre force. Éloignez-vous des personnes toxiques et des situations qui drainent votre énergie. Vous ne pouvez pas toujours éviter les conflits, mais vous pouvez décider combien de vous-même vous donnez à eux. Gardez votre cercle proche rempli de personnes qui vous inspirent, qui vous rappellent l'importance de la paix intérieure et qui vous aident à rester centré. Enfin, cultivez un état d'esprit de gratitude. Même dans les pires circonstances, il y a toujours quelque chose à remercier. La gratitude ne vous aide pas seulement à voir le côté positif des situations difficiles, mais elle renforce également votre résilience. C'est comme construire une armure émotionnelle. Chaque pensée de gratitude est une couche supplémentaire qui vous protège des adversités extérieures. Être inébranlable ne signifie pas éviter les problèmes, mais les affronter dans un état de sérénité et de contrôle interne. C'est être comme le bambou,
qui se plie au vent, mais ne se brise jamais. En pratiquant ces principes stoïciens, vous devenez un exemple vivant que, même si le monde est plein de chaos, vous pouvez toujours trouver la paix en vous. Numéro 8. Comment être libre grâce à l'autodiscipline? La vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de faire tout ce que vous désirez, mais dans le fait de ne pas être esclave de vos propres impulsions et émotions. Pour les stoïciens, la liberté intérieure était le plus grand trésor, car elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la force mentale et de la capacité à garder le contrôle dans n'importe quelle situation. Atteindre cette liberté nécessite un équilibre entre l'esprit et les actions, et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu, non pas comme un régime strict, mais comme un outil pratique pour vivre avec intention. Être libre implique de pouvoir choisir vos réponses plutôt que de réagir automatiquement. Souvent, nous nous laissons emporter par le désir immédiat, que ce soit pour céder à une tentation, répondre avec colère ou procrastiner sur des tâches importantes. Cependant, en apprenant à vous arrêter un instant avant d'agir, vous ouvrez un espace pour la réflexion. Ce petit laps de temps suffit pour vous demander « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux être ?» Cette pratique, bien que simple, a un impact profond sur la façon dont vous gérez votre vie quotidienne. Le stoïcisme suggère de fixer de petits objectifs quotidiens qui vous aident à rester concentré. Il ne s'agit pas d'imposer des règles rigides, mais de créer un chemin clair vers vos objectifs. Par exemple, si vous voulez améliorer votre santé mentale, vous pourriez vous engager à consacrer 5 minutes par jour à la méditation. Si votre objectif est d'avoir plus de tranquillité, vous pourriez commencer par réduire le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. L'important est d'avancer pas à pas, sans vous mettre trop de pression, mais sans perdre de vue votre but. Une technique utile est la visualisation négative. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous laissiez vos impulsions vous dominer constamment. Vous pourriez ressentir du stress, du regret ou un sentiment de stagnation. Maintenant, comparez cette image avec la satisfaction de rester calme, de choisir consciemment et de savoir que vous construisez la vie que vous désirez. Cette comparaison peut vous donner la motivation nécessaire pour rester sur la bonne voie. Une partie de la liberté stoïcienne réside également dans l'apprentissage de dire non sans culpabilité. Toutes les opportunités, invitations ou demandes ne sont pas pour vous. Chaque fois que vous acceptez quelque chose que vous ne désirez pas, vous cédez un peu de votre liberté. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais de respect envers vous-même. Cela signifie prioriser votre bien-être et vos objectifs, sans vous laisser entraîner par la pression sociale ou la peur de décevoir les autres. L'autodiscipline ne signifie pas vivre dans un état constant de contrôle strict de soi. C'est plutôt comme un gouvernail qui vous aide à naviguer dans la bonne direction. Si à un moment donné vous déviez, au lieu de vous punir, vous ajustez le cap et continuez. Les stoïciens comprenaient que la vie n'est pas une ligne droite, mais un flux constant de décisions. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'apprendre d'eux et de continuer avec plus de clarté. En fin de compte, la vraie liberté se ressent comme une légèreté de l'âme. C'est savoir que, même si le monde extérieur est chaotique, vous êtes capable de rester en paix. C'est agir à partir de la conscience, pas de la réaction. C'est être maître de votre vie, pas un simple spectateur. Et lorsque vous atteignez cette liberté intérieure, vous découvrez qu'aucune circonstance, aucune personne et aucune adversité n'a le pouvoir de vous enlever votre calme. C'est l'essence du stoïcisme et le chemin vers une vie pleine et libre.